Eh bien donc, je dois vous parler de la loi de séparation de 1905 en rapport avec l'action et les déclarations de nos parlementaires lot-et-garonnais à l'occasion du vote de cette loi. Pour bien comprendre tous les enjeux de ce vote, il est nécessaire de revenir à la situation en France à cette époque-là. Depuis 30 ans, la situation sociale et politique est dominée par un sévère conflit entre l'Église et l'État, et plus précisément entre le clergé et l'institution républicaine. Donc la France est profondément divisée entre les croyants et les anticléricaux. Quelles sont les raisons de ce conflit? Il y en a essentiellement trois. La première est historique et politique. Après avoir failli disparaître sous la Révolution, l'Église a retrouvé un statut d'abord avec le Concordat, puis avec la plénitude de ses prérogatives avec la Restauration. Elle est omniprésente dans la vie de la nation pendant tout le XIXe siècle et reste le principal soutien de la monarchie. Quelques exemples. Une messe du Saint-Esprit ouvre l'année judiciaire. La justice d'ailleurs est rendue sous un crucifix. Les séminaristes sont exempts de service militaire. Le divorce a été rétabli. L'Église a plusieurs monopoles, celui des enterrements, des hôpitaux, des hospices, des orphelinats et surtout celui de l'école. En effet, dès la chute du Second Empire, l'opinion républicaine est encore largement minoritaire en ce début de Troisième République. Et pour qu'elle puisse acquérir des citoyens à sa cause, elle doit combattre la place et l'influence que l'Église fait peser sur les opinions et sur les institutions, et donc, comme on vient de le dire, en particulier sur l'école, puisque depuis les lois Falloux, elle a le monopole de l'enseignement primaire et secondaire. Entre une république héritière de la Révolution et une Église qui ne cache pas son aversion contre cette révolution, le divorce était inévitable. La deuxième raison, elle est morale et sociétale. Bien que les anticléricaux du XIXe siècle aient largement assumé le conformisme moral de cette époque, il faut reconnaître que la partie la plus avancée de la société, ce qu'on va appeler les libres penseurs, qui sont athées et qui sont des... Et ces gens-là ne supportaient plus la morale surannée et austère que l'Église faisait peser sur les mœurs sociales et qu'elle considérait comme de l'hypocrisie et de l'obscurantisme. On ne comptait plus les nombreuses et ridicules condamnations en chair de la danse, de la mode ou des activités sportives qui commençaient à passionner la jeunesse. La troisième raison, elle est économique. Le clergé étant salarié sous le Concordat, le budget du culte pèse lourdement sur la nation. Certains ne le tolèrent plus, les mêmes dont on vient de parler, surtout donc ceux qui ne sont pas pratiquants. Ils estiment injuste d'être des contributeurs par leurs impôts alors qu'ils ne sont pas des consommateurs. À titre d'exemple, le budget du culte se levait à 53 millions en 1878. Mais il n'y avait pas qu'un débat d'idées ou de croyances entre ces deux adversaires. Il y avait surtout un violent antagonisme entre particuliers qui se traduisait par des invectives, des injures, des procès, des voies de fait, des bagarres, des dégradations et surtout des mesquineries destinées à humilier l'adversaire. Ce conflit gagnait en intensité et en fréquence au fur et à mesure des années. En particulier, plusieurs éléments vont alimenter le conflit. C'est d'abord la démission de MacMahon, qui se soumet à Gambetta. La République, qui était plutôt royaliste, devient maintenant républicain. Le deuxième élément, c'est la loi Ferry qui, en 1882, amène le conflit sur le terrain de l'école. Ça sera le conflit le plus terrible. En troisième sorte, l'affaire Dreyfus, au cours de laquelle, par principe, les catholiques sont anti-Dreyfusards. Et quatrième fois, l'expulsion hors du territoire français des congrégations religieuses en 1903, ce qui entraîne la fermeture de beaucoup d'écoles congranistes. Tout était prêt donc en 1905 pour que par une loi, l'État se sépare de l'Église en lui enlevant tout rôle dans la vie de la nation et en laissant la religion dans le domaine privé.
Et pour bien marquer plus nettement cette intention, on avait rompu les relations diplomatiques avec le Vatican. Nous allons voir maintenant dans une deuxième partie quelques documents et images de ce conflit. Voilà donc le résumé de ce que je viens de vous dire. Voilà le conflit. La Commune de Paris, la séparation était dans l'air parce que 30 ans auparavant, une des premières préoccupations de la Commune de Paris donc, va être de demander la séparation de l'Église et de l'État. Ça n'aura aucune incidence puisque la Commune de Paris n'a duré que 2 mois. La presse médicale, évidemment, a joué un très grand rôle. Elle se développe contre une presse catholique qui est déjà pléthorique. Ici, on reprend l'anathème de Gambetta qui, le 4 mai 1877, avait lancé les hostilités en annonçant « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Ici, vous remarquerez la tonalité sombre de Montmartre, du Sacré-Cœur de Montmartre, pour bien marquer l'obscurantisme de la religion. Ici, il y a des nombreux libelles et chansons anticléricales, ça fleurit. Et ici, donc, ce pamphlet annonce « Écrasons l'infâme ». « Écrasons l'infâme », c'est une phrase de Voltaire. Il terminait d'ailleurs souvent ses courriers par « Écrasons l'infâme », qui était une lutte contre le fanatisme et l'obscurantisme. Bien sûr, les catholiques se définissent, eux, comme les défenseurs de la liberté, puisque la laïcisation à marche forcée de la société les prive de beaucoup de liberté ou du moins d'avantages qu'ils avaient jusqu'alors. On reprochait à l'Église d'avoir des activités politiques. D'ailleurs, on verra que c'est ce que reprochait surtout Georges Leygue pour voter la loi. Ici, je ne sais pas si la prière, c'est un bon agent électoral, mais enfin, ici, on demande des prières pour de bonnes élections législatives en 1893. Ici, je vous parlais tout à l'heure de bagarre. Ici, voilà une bagarre, une rixe dans une église, ce qui était assez fréquent. Ici, maintenant, on va parler du gros souci, du gros conflit qu'il y a eu entre l'Église et l'État, donc au sujet de l'école. Ici, donc, on voit l'Église et l'État qui se disputent donc l'enseignement de ce jeune garçon. Alors voilà l'Église catholique vue par les laïcs. On reprochait donc à l'Église catholique d'en faire des ânes ou des oies, comme ça. Au contraire, l'école laïque, vue par les catholiques, donc c'était l'école du crime. On y rentrait donc comme on y rentre et comme on en sort. Je reviens donc à l'école catholique vue par les laïcs. Donc, on disait que c'était des bourreaux. L'enseignement catholique donc, rentre à coups de maillet, tandis que l'école laïque était vue comme l'école du diable. Ici, cette caricature fait référence à l'abandon du budget du culte. Je vous ai dit tout à l'heure, 53 millions en 1878. Ne donnez plus d'argent au curé. Un des grands arguments donc, du conflit. Je vous ai parlé tout à l'heure de mesquinerie. En voilà une belle mesquinerie. Un arrêté de la commune de Kremlin-Bicêtre interdisant le port de la soutane. Cette commune faisait référence donc à une loi qui interdisait de porter un uniforme étranger en France et certaines communes faisaient semblant de croire que la soutane, c'était donc l'uniforme du Vatican et comme le Vatican était un pays étranger et en plus on avait rompu les relations, donc interdiction du port de la soutane. Ici, en 1903, on expulse les congrégations. Or, les congrégations avaient beaucoup d'écoles et donc on en profite pour fermer ces écoles congréganistes. Ici, donc, l'expulsion des Chartreux
qui ne réintégreront leur couvent qu'en 1940. Je vous ai trouvé 3 exemples locaux de ce conflit. Ici, donc, je parle de l'école marianiste de Villeréal qui a été fermée. Et donc, on a écrit en gros sur l'école « École fermée pour cause de décès de la liberté ». Au passage, donc, on a fermé 174 écoles congréganistes en Lot-et-Garonne en 1903. Une autre mesquinerie, c'est une Vierge d'Agen. Je vais vous lire parce que ce n'est pas très clair. La statue de la Vierge des rues Cajar et des Arènes, qui avait été l'objet de profanation de certains libres penseurs, a été retrouvée dans la Garonne à Coleirac par une laveuse dans la journée de vendredi dernier. Elle fut portée à la cathédrale où un prêtre l'a reconnue comme celle qui avait été enlevée. Dimanche soir, à la cathédrale, avait lieu une imposante cérémonie d'amende honorable à l'occasion de cette profanation. Le troisième exemple ici, c'est le procès devant la cour d'appel d'Agen de l'évêque de Cahors qui a déjà été condamné par le tribunal de police correctionnelle de Cahors parce qu'il avait ordonné de retirer des écoles catholiques des livres agréés par le ministère de l'Instruction publique. Il était donc condamné pour provocation directe à la résistance contre l'exécution des lois à 25 francs d'amende et 16 francs pour son clergé ayant relayé en chair cet interdit. Nous allons voir maintenant donc ce qu'ont déclaré nos fameux députés. Le député de Villeneuve donc, est Georges Lègue. C'est un modéré qui a déjà pris une part importante au débat parlementaire et sur le débat de la laïcité. Il a été ministre de l'Intérieur et du Culte dans le cabinet Ribot en 1995. Il était très au fait des questions religieuses. Comme ancien ministre de l'Instruction publique, il a réformé le bac et est donc intéressé par l'enseignement. C'est un partisan de la laïcité et la loi sur les associations comme instrument de contrôle de l'activité des congrégations enseignantes. Il a été un des artisans de cette loi sur les associations. À ce titre, le député modéré approuve les grandes lignes de bataille pour la laïcité, mais dénonce les excès d'anticléricalisme de Combes. Voilà ce qu'il déclarait. La République est laïque et ne peut être que laïque. Le gouvernement nous a conviés à tenter un nouvel effort pour affirmer son indépendance au regard de l'Église. Je crois que le concordat n'a pas été strictement exécuté par les deux parties. L'État républicain a manqué de fermeté et de vigilance, mais il n'est pas douteux que le haut clergé a, à maintes reprises, méconnu quelques-unes des dispositions essentielles de ce concordat, notamment les évêques, en sortant trop fréquemment de leur diocèse, hors desquels ils n'ont aucune espèce de juridiction, et en se mêlant trop souvent à des manifestations ayant un caractère politique. Ils ont outrepassé l'article 20. De même, l'ouverture d'innombrables lieux de culte en violation de l'article 44 a créé une source constante de difficultés et de conflits. Par conséquent, ne rejetons pas sur l'État républicain et le gouvernement la responsabilité d'avoir posé cette question. La séparation est incontestablement le terme de l'évolution laïque. Nous assistons à un phénomène social dont personne ne peut nier la portée. Toutes les nations, peu à peu, se dégagent du joug théologique et l'esprit laïque tend à prendre partout la prépondérance. L'œuvre du gouvernement républicain doit être de favoriser cette prépondérance, mais il doit accomplir cette œuvre sans froisser les consciences, sans troubler les habitudes traditionnelles qui sont respectables et qui parfois sont aussi fortes que les croyances elles-mêmes. Nous arrivons maintenant à Philippe Dozon, le député d'Agen, qui est aussi conseiller général d'Astafort. Il est le seul radical réélu, c'est un avocat d'assises. Il est la figure la plus emblématique politique de l'Agenais pendant tout le début du XXe siècle. Il est resté 15 ans député d'Agen et président du Conseil général. Il est foncièrement anticlérical et logiquement, il votera la loi. Il a eu un destin tragique puisqu'il est mort à 58 ans de la grippe espagnole.
Voilà ce qu'il disait dans sa profession de foi pour les législatives de 1906. Par la loi de séparation des églises et de l'État, la République a situé chacun dans son domaine respectif. Mais il faut que tous puissent respirer à leur aise l'air le plus pur de la liberté. Il faut qu'aucune vexation partant de l'un ou de l'autre ne vienne blesser leurs convictions ou leur conscience. M'inspirant de ces sentiments qui furent toujours les miens, je voterai contre le monopole de l'enseignement. Paix sociale par l'établissement de la justice et de la solidarité entre les citoyens. Tout le programme de la démocratie républicaine tient en ces deux termes. Cette unité morale, nous, républicains et patriotes, nous la voulons pour notre pays parce qu'elle est le but le plus élevé de son évolution politique et sociale. Nous la voulons parce qu'elle est la condition de sa force et de sa grandeur et aussi de sa sûreté contre les périls du dehors. Nous la voulons enfin parce qu'elle est le gage du développement pacifique de l'humanité entière, car nul n'ignore ce que vaut pour assurer la paix du monde la grandeur matérielle et morale de la République française. À Marmande, le député est Odin Desch. Il est conseiller général du Mas d'Agenais. C'est un médecin. Il a été élu en tirant profit d'une lutte fratricide à gauche. Il est médecin installé à Calonge. Il est membre de la Société des agriculteurs de France et inscrit au groupe des Républicains nationalistes. C'est un modéré qui combat résolument le bloc des gauches. Il est membre de la commission de la loi de séparation et se fait l'avocat des intérêts matériels du clergé dans les campagnes. Voilà ce qu'il déclara devant cette commission. Je n'ai reçu ni sollicité le mandat de voter la séparation des églises et de l'État, et je n'ai donc pas le droit d'engager mes électeurs dans une aventure qui m'apparaît pleine de dangers et sans aucun profit pour mon pays. Je n'admets d'excommunication de personne et je ne reconnais pas de dogme républicain intangible. Il votera contre la loi. En Irak, c'est l'avocat Léopold Fabre qui est inscrit au groupe de l'Union républicaine. Il est élu contre l'inamovible Lagasse. Il suit d'abord et approuve les mesures de laïcisation du cabinet Combes pour s'en séparer devant ses excès en 1904. Il votera aussi contre la loi. Ayant subi un véritable traumatisme religieux personnel à la suite du vote de cette loi et des incidents des inventaires, il s'éloigne de la politique en déclarant dès la promulgation de la loi qu'il ne se représenterait pas en 1906. Enfin, nous arrivons à Fallières. Fallières est président du Sénat lors du vote de cette loi. Bien qu'anticlérical notoire, il avait à plusieurs reprises confirmé son attachement au contrat concordataire. Et en 1878, rapporteur du budget des cultes, il s'était félicité de le voir en augmentation. Il s'était abstenu lors de ce vote sans se justifier, mais comme il était candidat à la présidentielle un mois plus tard, il évitait ainsi de se mettre à dos l'un ou l'autre des camps. Voilà quelques images de Fallières qui a été bien caricaturée. Ici, donc, une caricature qui annonce clairement qu'il est franc-maçon. Ici, il est considéré comme un bouffeur de curé. Ici, l'image est tout à fait parlante. S'il n'en bouffe pas ici, il carambole donc avec les religieux. Voilà quelque chose qui est un peu amusant puisque à Saint-Julien-du-Mans, à l'église de Saint-Julien-du-Mans, il est nommé, tous les présidents de la République sont nommés chanoines d'honneur et donc voilà notre anticlérical qui est représenté sur un vitrail d'église, ce qui est assez amusant. Voilà, je vous ai mis à la suite quelques images caricatures les plus connues de la séparation et de l'État. Ici, on voit Combes qui est en train de trancher le lien entre l'Église et l'État sous le regard de Voltaire. Ici, une de l'assiette au beurre qui est un peu spéciale parce qu'on a l'air de dire que la rupture du contrat est
se fait entre la République française et l'Église, mais l'Église, justement, était contre la rupture du Concordat. Ici, une autre caricature d'Émile Combes qui va couper donc le lien qui tient l'Église et l'État. Ici, c'est le président du Conseil Rouvier. C'était lui d'ailleurs qui était le président du Conseil, le chef du gouvernement au moment du vote de cette loi. Et on voit donc M. Rouvier qui sépare l'Église de l'État. Enfin, un hommage rendu à Aristide Briand, qui va être le rapporteur de cette loi et qui a beaucoup œuvré pour justement faire tasser les choses. Et la légende est, puisqu'il faut se séparer, séparez-vous, mais tâchez de rester bons amis. Voilà. En conclusion, je vous dirai que la séparation de l'Église et de l'État révèle plus d'une vue de l'esprit que de réalité. En effet, l'Église et l'État ne pouvaient s'ignorer mutuellement, ne serait-ce que par leur patrimoine commun, les 60 000 églises édifiées sur le territoire français. D'ailleurs, 60 000 églises à la charge de l'État. La loi de 1905 n'a jamais été appliquée telle qu'elle a été votée, puisqu'il manque deux articles. Deux articles très importants n'ont jamais été apportés. Ils n'ont jamais été appliqués. Le premier, c'est les associations culturelles qui n'ont jamais existé. Et la deuxième, c'est la demande d'autorisation préalable pour le prêtre pour chaque célébration de messe qui n'a jamais été appliquée. En réalité, c'est la loi de 1907 qui a d'ailleurs été amendée de nombreuses fois, qui régit les rapports de l'Église et de l'État depuis cette époque-là. Au total, donc, beaucoup d'ambiguïté, comme le soulignait un spécialiste des questions, de la question de la séparation de l'Église et de l'État. En 1905, l'État n'est pas devenu plus laïque, il est simplement devenu moins sacristain. Je vous remercie.